bien, c'est donc la troisième émission littéraire de l'Institut des Libertés. La première fois, je vous avais présenté Charles Pratt, qui était, dans le fond, méthode et moyens pour piller l'État. Ce qui était La deuxième fois, c'était le livre de ce pauvre homme qui a perdu sa fille dans les attentats du Bataclan. Là, c'était comment avoir sa vie brisée par quelque chose qui ne veut rien dire, qui n'avait pas de sens. Et la troisième fois, je vous présente un livre de Laurent Oberton qui s'appelle Éloge de la force, qui est déjà un titre qui peut prêter à confusion, parce que la force dont vous parlez, ça n'est pas du tout la force physique, la force de l'État, etc. La force dont vous parlez, c'est la force intérieure, c'est-à-dire celle qui permet à un homme d'être libre et indépendant. Donc ça n'est pas du tout une force publique, c'est une force interne. Donc c'est un livre très intéressant et qui m'a laissé, je vous l'avoue tranquillement, tout à fait perplexe et intéressé. Et je vais en parler avec vous longuement, qui est dans le fond le livre d'un moraliste, comme il y en avait au XVIIe ou au XVe, etc. Vous savez, il y avait des livres qui étaient écrits comment avoir une belle mort, ou les livres de Saint Ignace de Loyola pour savoir comment vivre sa vie, etc. Vous avez écrit un livre qui est très curieux, et qui m'intéresse beaucoup justement parce qu'il est très curieux et complètement inhabituel. Alors, donc, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que ce livre, il remonte à une très vieille tradition de la civilisation occidentale, et il est complètement à contre-courant. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement extraordinairement fort pour nous faire revenir dans nos tribus. C'est-à-dire que si vous êtes un homme blanc, vous devez penser comme un homme blanc. Si vous êtes un homme noir, vous devez penser comme un homme noir. Si vous êtes... vous voyez ce que je veux dire, c'est... Tout le mouvement de l'Occident, ça a toujours été de la victoire de l'individu sur la tribu. Maintenant, il y a un contre-feu terrible, on veut ramener l'individu dans sa tribu. Si vous êtes un homme blanc, vous n'avez pas le droit de dire du malheur des Noirs parce que vous ne pouvez pas le comprendre puisque vous n'êtes pas noir, etc. Donc on est redéfini par son apparence physique, par son sexe, par ce qui est un recul intellectuel gigantesque. Et ce que vous dites, c'est tout simple, c'est dit non seulement je suis un homme blanc, mais je vais faire ce qu'ont fait beaucoup d'hommes blancs depuis 20 siècles, je vais réfléchir à comment m'améliorer moi-même tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas besoin, ou beaucoup moins besoin du monde extérieur. Je sors de cette société où les autres me jugent dans leur regard. Je vois si j'ai réussi quand je vois l'admiration des autres dans leur regard. Mais c'est pas ça l'essentiel, c'est est-ce que je m'admire moi-même ? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour que je puisse me raser le matin dans ma glace ? Et ce que vous faites, c'est un manuel, c'est comment pouvoir se regarder dans la glace tranquillement tous les jours de sa vie. Et donc c'est un livre assez étrange, parce que c'est à la fois un livre de moraliste, et j'y viendrai quand je vous aurai répondu à ma première remarque, et un livre, si j'ose dire, de chrétien. Mais je viendrai, ça sera ma deuxième partie, ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens vous dire ? Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous avez ressenti ? Alors, c'est vrai que ma préoccupation d'amener l'individu à une construction identitaire qui passe avant tout par son accomplissement individuel plutôt qu'à une forme d'existence par procuration, elle est très profonde parce que je constate qu'aujourd'hui, les identités se bâtissent effectivement en fonction de critères qui échappent complètement aux individus. Il y a ces définitions catégorielles qu'on nous donne, il y a la consommation, il y a la morale qui convient d'afficher, enfin tout un tas de choses qui nous définissent par rapport à une norme du moment, quelle qu'elle soit, et tout ça nous éloigne, nous donne une illusion en fait qu'on va exister parmi nos pairs et que ça suffira, mais en réalité c'est une telle vie dépendante d'autrui ne peut pas nous satisfaire pleinement. Et donc je voulais ramener l'individu à sa quête première, primordiale, qui est la construction de lui-même en quelque sorte. Et c'est pour ça que ce livre a ce ton, à mon avis, un peu très intime et très profond, puisque c'est un petit peu, comme plus personne ne nous dit, c'est un petit peu la voix de la conscience
qui parle en quelque sorte de dresseur qui est au fond de nous, qui refuse d'abdiquer et de se soumettre aux sollicitations extérieures, et qui dit à l'individu conscient, en quelque sorte à son élève, il le prend par la main et lui explique à quel point il doit se discipliner contre justement ces sollicitations extérieures et ces ordres extérieurs, ces conceptions qui ne sont pas les siennes, pour en quelque sorte se réaliser lui-même. Donc c'est le livre de Jiminy Cricket à Pinocchio, quoi. En quelque sorte. C'était pas mon premier modèle littéraire, mais pourquoi pas. Mais ça a été un immense succès, si je peux me permettre. Ah, absolument. Ça a été un immense succès, mais si vous voulez, Jiminy Cricket, c'était la conscience de Pinocchio, et en effet, il lui parlait, il lui disait fais pas ci, fais pas ça, etc. Mais ce que vous dites, c'est pas tellement fais pas ci, fais pas ça, vous dites voilà ce que tu devrais faire toi. C'est ce que tu fais toi qui t'engage, c'est ce que tu fais toi. Et c'est pour ça que je vous ramène à cette idée à la fois de la chrétienté et du stoïcisme, qui sont deux vieux courants de l'Occident, mettons. En Asie, on peut dire qu'il y a des tas de trucs du bouddhisme qui sont assez proches du stoïcisme. Enfin, le stoïcisme et la chrétienté, c'est que quand j'ai écrit un livre il y a quelques années sur Jésus, parce que j'avais fait un livre sur l'euro en disant que c'était une imbécilité, en montrant comment l'économie fonctionnait, dans la réalité, et puis les gens m'ont dit c'est très bien ton livre, mais ça n'est pas chrétien. Je leur ai dit pourquoi c'est pas chrétien. J'ai été un peu surpris. Ils m'ont dit parce que c'est pas ce qu'il y a dans les évangiles. Alors je me suis dit je vais aller lire les évangiles. J'ai relu les évangiles et je me suis rendu compte qu'on m'avait raconté des bêtises pendant toute mon éducation, que le socialisme n'avait rien à voir avec les évangiles, mais rien. Que les évangiles étaient durs comme du diamant, que c'était extraordinairement difficile. Et que le message du Christ, c'est Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Ce qu'il veut, c'est que le Christ, jamais dans les évangiles, ne dit va dire à Paul de faire ça, ou va dire à Jacques de faire ça. Le Christ dit toujours tu le fais toi-même, et tu cesses de m'emmerder. Donc, grosso modo, le message du Christ, c'est toujours il y a un projet pour toi. Ce projet, c'est à toi de le découvrir. Tu as toute la vie pour le faire et tu dois te développer autour de ce projet. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que dans le fond, votre livre, c'est comment découvrir le projet, comment découvrir mon projet. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que sans en faire aucune référence, vous revenez à une idée qui a 20 siècles, quoi. Et en plus, pour le coup, de manière totalement involontaire, parce que je n'ai pas... Ça prouve que vous avez bien compris. Vous avez bien compris l'essence de notre civilisation. C'est-à-dire que cette espèce d'individualisme n'est en rien de l'égoïsme. Parce qu'à aucun moment, vous ne prônez l'égoïsme et moi, les autres, les moi et les petits oiseaux. Au contraire, vous dites, pour aider les autres, il faut que je m'accomplisse moi-même. Et à ce moment-là... Oui, et aussi, justement, ce fameux égoïsme qu'on dénonce trop souvent, que dénoncent nos belles âmes aujourd'hui, en réalité pratique une forme d'égoïsme vulgairement déguisé et qui trompe malheureusement tout le monde, et qui était justement dénoncé par les évangiles. Absolument, les pharisiens. De multiplier les manifestations ostensibles d'amour de son prochain, alors qu'en réalité on est d'une froideur et d'une dureté épouvantable moralement. On en revient toujours à cette dénonciation. On revient toujours à cette dénonciation. Donc c'est un livre qui s'inscrit dans une... vous savez, vous avez lu c'était de Marguerite Yourcenar, les mémoires d'Adrien, je crois. Oui. Où justement on voit cet homme qui est arrivé au sommet de la puissance et qui veut se découvrir lui-même. Il n'est pas dupe de tous ces gens autour de lui qui l'adorent, qui l'idolâtrent, etc. Il veut se... Et dans le fond, cette espèce de distance que l'on prend avec soi-même, tout en se forgeant une âme noble, je crois que c'est ce qui amène à une vie réussie. Donc, c'est pour ça que j'ai été très intéressé par le livre. Et je vais vous faire une autre remarque, après que vous ayez répondu à celle-là, d'ailleurs. Alors, il y a un peu de Marc Aurèle aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que cette façon de se parler comme ça, alors qu'on est au fait de la puissance, montre que quand on a une exigence extrêmement forte, cet accomplissement constitue une quête perpétuelle et permanente.
dans la recherche de la maîtrise, la compréhension de soi et du monde. Et Marc Aurèle aussi est vraiment, je pense, un des exemples de cette façon de procéder. Tout à fait. Ou Sénèque, où il y en a eu pas mal dans l'Antiquité antique. Oui. Mais il leur manquait le côté compassion pour ceux qui n'avaient pas la même puissance, la même, etc. Donc, si vous voulez, donc c'est là où c'est un petit peu l'évangile des forts. Hein. Marc Aurèle ne s'adresse qu'à un public très très délimité. Et en gros, il y a les élus et il y a les autres. Et voilà. Exactement. Et c'est le danger, quand vous dites éloge de la force, c'est le danger qu'on pourrait facilement, on pourrait vous en accuser, alors que c'est pas du tout de la force dont vous parlez, c'est pas. C'est littéralement, c'est May the force will be with you, vous savez, c'est la force des Jedi dans la guerre des étoiles, c'est-à-dire eux aussi sont là, ils réfléchissent sur eux-mêmes, ils essayent. Enfin, c'est un aparté. Donc, alors, il y a une autre remarque que je voudrais vous faire qui m'a, parce que j'écris beaucoup moi-même, même si c'est pas mon métier. Je vais vous faire cette remarque. C'est pas vous qui avez écrit ce livre. Je veux dire par là qu'il m'est arrivé d'écrire des choses, et de temps en temps, je lis quelque chose, et je me dis, je savais même pas que je pensais ça, après l'avoir écrit. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre intelligence qui ne vient au monde, en quelque sorte, que par l'écrit. Et on sait même pas qu'on l'a porté en soi. J'ai toujours été fasciné par cette espèce de travail de maïeutique que fait l'écriture, c'est-à-dire de vous permettre de sortir des idées dont vous soupçonniez même pas que vous les aviez. Et ça, c'est un livre, si vous voulez, qui est sorti de quelque part de très profond en vous, mais que vous saviez probablement pas que vous portiez. Ou je me trompe? Je suis tout à fait d'accord sur cette approche. C'est vrai qu'on a une sorte de marécage inconscient très, très vaste et très difficile à consciemment cerner, justement, dans sa totalité. Il y a une agrégation de faits, de données, d'expériences qui se cristallise dans l'écriture et vraiment à notre dépens. Ça, j'en suis persuadé. Et même, je pense à Henri Poincaré, par exemple, le mathématicien, l'avait assez bien expliqué à quel point, en fait, l'intuition se formait dans notre inconscient à nos dépens. Et c'est vrai que quand on écrit ça, quand on écrit cette phrase, on ne peut pas prétendre en avoir la paternité totale en tant qu'individu conscient. Et je suis assez frappé la plupart du temps de voir que les gens qui me connaissent dans la vie ne voient pas du tout le rapport entre ce que j'écris et ce que je suis. Et j'ai du mal aussi, moi, à faire le lien. Et c'est très clair que nous sommes au moins plusieurs là-dedans et nous essayons de nous y retrouver. C'est pour ça que je n'ai pas pu signer ce livre vraiment comme si je l'avais écrit tel que je suis. C'était quelque chose d'autre, de plus profond que ça. Mais oui, c'est une idée dans le fond. Et c'est pour ça que l'écrit est très important. Et c'est pour ça que notre civilisation souffre peut-être un petit peu en ce moment. C'est qu'il y a une baisse du poids de l'écrit. Et il y a une hausse de la parole par l'image, comme on est en train de le faire en ce moment. Et donc, on parle aussi bien qu'on peut l'un et l'autre de votre livre, mais rien ne remplacera le fait que les gens doivent le lire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas la même chose de parler tous les deux. C'est pas la même chose de parler tous les deux et de lire. C'est-à-dire que quand vous trouvez, moi je sais dans ma vie, je vous parle très franchement parce que, si vous voulez, c'est pas du tout un livre comme celui de Charles Pratt, par exemple, où c'était une accumulation de faits. On aurait parlé de France Orange Mécanique, on n'aurait pas parlé du tout de la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'était une accumulation de faits par lequel vous arriviez à des preuves, en quelque sorte. Donc ça, c'était compréhensible, c'était un travail de collection de données, c'était très bien et tout. Ce que vous avez fait là, c'est tout à fait différent. C'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, d'ailleurs. Et je trouve ça infiniment plus intéressant parce que, comme vous le dites, c'est de la décoction de faits, d'une vie, etc., qui vous amène à penser ça, mais vous ne savez pas très bien pourquoi. C'est donc Et donc, quand vous trouvez un auteur qui, d'un seul coup, est arrivé à ce niveau-là, vous êtes très content parce que c'est une espèce de compréhension globale qui vous est donnée que vous n'aviez pas eu jusque-là. Donc il vous permet d'avoir accès à un niveau supérieur de la conscience en quelque sorte.
si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'étais très content d'avoir votre livre. Je vous fais des compliments. Hein. Vous parlez d'or, vous formalisez en quelque sorte, vous venez de un petit peu faire ce que j'ai fait avec ce livre, c'est-à-dire de formaliser des choses qui sont assez inconscientes. On a un ressenti et une fois qu'elles sont formalisées, tout s'éclaire tout à coup. Et pas mal de lecteurs m'ont dit ça justement, de dire, c'est ce que je sens, j'ai une sensation et tout d'un coup vous venez de réaliser le puzzle. Et effectivement, je pense que seul le livre permet cette conversation réellement complète entre deux êtres dans toute la complexité de leurs inconscients, bien plus qu'évidemment la parole spectacle, où là on va s'adresser à des choses bien plus superficielles, on va avoir des échos très, très bruyants, mais finalement sans répercussion profonde. Donc voilà, si on veut converser réellement, il faut revenir absolument à l'écrit. À l'écrit. Et vous savez, je crois que c'était, je suis pas sûr, mais je crois que c'était Shakespeare qui disait que les grands écrivains, c'est comme des éclairs dans une nuit sombre, dans une forêt. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous voyez quelque chose, et puis, hop, ça disparaît. Une fois que vous avez refermé le livre, mais pendant une fraction de seconde, vous avez vu. Vous avez vu la forêt, vous avez vu où vous vouliez aller, etc. Et donc, c'est un peu à ça que sert l'écrit. Donc, j'ai trouvé ce livre assez étonnant. Et donc c'est pour ça, d'abord, je voulais vous interviewer de toute façon, mais parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre formation ? Alors moi, formation de jeune qui ne savait pas trop, donc journaliste, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait pas mal d'études sans grand rapport les unes avec les autres, tout m'intéresse. Et j'étais journaliste, mais comme j'ai rapidement compris que c'était pas le métier dans lequel on pouvait dire la vérité, donc je suis devenu écrivain tout simplement parce que là on a une liberté qui est bien plus grande, on n'est pas soumis justement aux contraintes de productivité, de mode et toutes ces choses-là. De l'instantané. Voilà, exactement. On peut avoir le recul justement qui est complètement dévoré aujourd'hui par les écrans, parce que on se rend compte aujourd'hui que les faits divers dont on a parlé énormément, même ceux qui ont 3 ou 4 mois, sont déjà sortis de l'inconscient collectif. Donc prendre du recul est très urgent. Prendre du recul. Et où vivez-vous ? Moi je vis dans le nord de la France, en pleine campagne, assez loin de toute forme de civilisation. Dans le nord ? Oui. Ah oui. Moi j'ai vécu quand j'étais enfant quelques années à Amiens. C'était pas un temps particulièrement agréable, mais sans ça c'était une belle ville. Quoi. Ah oui, je connais très peu. La Picardie, il y pleut souvent, mais à part ça tout va bien. Quoi. Bien, c'est pas très grave. Donc ce que je voudrais dire aux gens qui vont écouter cette émission, c'est il y a des livres que vous devez avoir dans votre bibliothèque, il y a des livres que vous pouvez laisser dans le train, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime pas abandonner des livres parce que j'ai toujours un sentiment de déchirement, même si c'est un navet, mais ça fait rien. Celui-là, à mon avis, c'est un livre que vous devez avoir dans la bibliothèque parce que vous pouvez le lire aussi. Il y a 10 chapitres, je crois, ou 11, enfin, il y a une introduction et 10 chapitres, des règles de vie. Et est-ce que vous connaissez comment il s'appelle déjà ? Non, j'y reviendrai après. Un professeur de psychologie canadien qui réfléchit sur le même problème que ceux auxquels vous réfléchissez, etc. Peterson, peut-être. Peterson, voilà. Vous avez un ton très différent, mais vous réfléchissez un peu sur le même sujet. Il a fait un bouquin, les 10 règles pour mener sa vie, dont la première est de ranger sa chambre, si vous voulez. Parce qu'il dit... Oui, absolument. Non, mais je connais bien. Je connais son travail et c'est cette approche qui justement part des réalités biologiques profondes me parle beaucoup, parce qu'évidemment il faut commencer par se comprendre dans notre chair, sinon on n'a aucune chance même de comprendre l'adversaire éventuellement. Absolument, et là, Dieu sait que notre adversaire est puissant. Donc c'est un livre que vous devez, je le dis bien, vous devez acheter pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un très bon livre, et deuxièmement parce que nos ennemis tels que vous les décrivez nous tiennent à la gorge par l'argent. Ou le manque d'argent, je veux dire. Et donc chaque fois que vous donnerez à un intellectuel français, vous, lecteur de livres, la possibilité de devenir indépendant parce que vous aurez acheté son livre, vous faites œuvre utile pour notre pays. Voilà ce que je veux dire, c'est que c'est bien joli de vouloir changer le président de la République,
Mais là, vous aurez du mal. Alors que acheter ce livre, vous pourrez aider Laurent Oberton, et ça me paraît beaucoup plus facile pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que, comme le disait Dostoïevski, l'argent, c'est de la liberté frappée. C'est-à-dire, si vous voulez que nos intellectuels soient libres, il faut que vous leur permettiez d'être libres en achetant leur production quand ils en valent la peine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est n'oubliez jamais que vous, lecteurs, vous avez une responsabilité quand vous achetez vos livres. C'est-à-dire que votre but, ça doit être d'aider ceux dont vous pensez qu'ils sont dans le droit chemin, quoi. Là, encore une fois, c'est un discours un peu moraliste, mais moi, j'ai toujours eu, parce que depuis 30 ans, 40 ans que je travaille, je suis assez rapidement devenu financièrement indépendant. Et ben, c'est fou ce que ça vous permet de mener une vie plus agréable, quoi. C'est quand vous êtes financièrement indépendant, quand vous faites pas trop de soucis pour les fins de mois, pour vos enfants, pour leurs études et tout, ben, c'est quand même plus, ça vous permet d'être plus libre, quoi. Voilà, ben écoutez, ça m'a fait un grand plaisir de vous interviewer. Vraiment, ça a été un... Et si vous êtes de passage à Paris, ça me ferait grand plaisir de vous inviter à déjeuner et puis de vous montrer les locaux de l'Institut des Libertés et de vous demander comment je peux... on voit comment... Je suis fasciné par la France en ce moment parce que j'ai l'impression, je suis revenu il y a 5 ans, j'ai l'impression d'assister à un feu de tourbière. Vous savez, vous avez un feu qui part là, et puis hop, ça monte, et puis un autre qui part là. Ce pays est en convulsion. Absolument. Ce pays est en convulsion, et il faut que les gens, dans le fond, pas qu'ils veulent changer quoi que ce soit, mais qui ont envie de comprendre ce qui se passe, essayent de se mettre les uns avec les autres sans esprit politique. C'est-à-dire sans « on va trouver le prochain président de la République ». C'est simplement pour être là, pour réfléchir sans ambition, Il faut réfléchir, comme le disait Julien Freud, aux politiques et pas à la politique. Vous voyez, et je trouve que quand on rencontre un esprit qui vous permet de réfléchir aux politiques, eh ben, je crois que la réflexion de meilleure qualité quand on est 2, quoi, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 souvent. Certain, c'est certain. Plus on sera nombreux à avoir ces conversations, plus on aura évidemment une chance de voir un petit peu les choses réévoluer dans le bon sens, parce que et ailleurs. Pour changer la réalité, il faut commencer par la décrire. Ah oui. Et aujourd'hui, aujourd'hui ce que vous dites dans votre livre, c'est que tout est fait pour nous empêcher de la décrire. Celui qui la décrit est attaqué de façon virulente. On est attaqué, on est diffamé, on est surtout mis en dehors du fameux cercle de l'existence publique, hein, du grand média, parce que c'est lui qui décide aujourd'hui de qui existe et qui n'existe pas. C'est pas du tout en fonction de critères de talent, justement, au contraire. Et voilà, donc ce paysage qui est censé être représentatif est complètement artificiel, et ça c'est vraiment quelque chose que je me tue à répéter à mes lecteurs, de dire arrêtez d'adhérer à un théâtre qui est joué pour vous tromper, comprenez justement. C'est ce que dit Chantal Delsol, que j'aime bien, dans un de ses livres. Elle disait, dans le fond, la façon dont ils tuent les gens, cette espèce de théâtre, les régisseurs de ce théâtre d'ombre, ils commencent par la ridiculiser, ensuite ils les excommunient, et enfin ils les tuent. Exactement. Et bien entendu, vous êtes, pour l'instant, vous avez passé par la phase de ridicule, où on vous a traité de tous les noms. Avec succès. Vous êtes de l'autre côté. Maintenant, il va falloir que vous fassiez très attention à la phase de l'excommunication. Oui. Mais déjà, je suis à moitié en dehors du circuit. J'avais eu quelques médias à l'époque, et maintenant ça s'est complètement arrêté. Donc c'est une mort douce, hein, pour l'instant. Le but de l'Institut des Libertés, c'est de créer un média, justement, comme cette conversation qu'on a, ou avec d'autres. Un endroit où, si vous voulez venir interviewer un de vos amis, vous venez, vous l'interviewez, on le met sur le site de l'Institut pour que les gens, s'ils cherchent des informations, ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est le débat socratique, si vous voulez, où tout le monde discute. Exactement. Et on essaye de comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est réintroduire un lieu de débat socratique. Et
Moi, ça va sans dire qu'à l'occasion, en passage à Paris, je participerai chez vous, enfin avec qui vous voulez, sans problème. Et oui, c'est exactement ça l'idée, c'est que dans le fond, que les gens apprennent à se connaître. Autrefois, ils allaient dans les mêmes universités, ou ils étaient dans les mêmes couvents, et donc ils n'avaient pas de mal. S'il y en avait un qui commençait à être au-dessus de la moyenne, les autres venaient le voir et lui parler. Aujourd'hui, si vous voulez, ils ont réussi ce tour de force de les isoler, tous ces esprits talentueux, et à couper les liens entre eux. Donc il faut faire un travail de remaillage. Exactement. C'est un gros boulot, hein. Mais... c'est énorme, c'est considérable, parce que nous, on est des fourmis et on n'a pas justement le Big Brother avec nous, donc c'est vraiment un travail de résistance, de l'ombre, très ingrat, très dur. Et bon, à la limite, plus le travail est difficile, plus la satisfaction de l'accomplir peut être grande. Donc, c'est le truc c'est le truc des samizdat en Union soviétique, vous savez, tous les gars qui écrivaient sur des peuplures de papier puis qui les faisaient passer après, et c'est eux qui ont fait tomber l'Union. Donc encore une fois, il ne faut pas s'imaginer que le Big Brother est invincible, parce que dans mon histoire et dans l'histoire, le Big Brother est toujours une créature très très faible et qui s'écroule d'un seul coup à la stupéfaction générale. Moi j'avais dit aux gens vers 87-88 que l'Union soviétique allait s'écrouler, tout le monde me regardait comme si j'étais un grand malade, quoi. Et puis 2 ans après, il s'écroulait, mais comme un château de cartes, quoi. Donc, je veux pas dire ça pour dire que j'ai raison, je m'en fous, c'est pas la question. Mais c'est simplement qu'on surestime toujours le pouvoir des structures de pouvoir. Toujours. Et on sous-estime le pouvoir de l'individu. Exactement, et oui, les inconscients sont complètement façonnés comme ça par cette logique de la puissance. Pour eux, tout est mortel, en particulier eux, mais surtout pas le monstre. Quelque part, ça les rassure, cette idée sera toujours là. Le Léviathan. Non, mais pas forcément. Et c'est vrai que s'il n'est pas là et qu'on n'y est pas préparé, au moins mentalement, ça risque de secouer un peu. Oui. Oui, donc il faut se préparer il faut devenir, comme le dirait Nassim Taleb, antifragile. Exactement. Il faut devenir antifragile. D'ailleurs, c'est tout le thème de votre livre, comment devenir antifragile. J'aurais pu le titrer comme ça. Oui, c'est un type très brillant, Nassim Taleb. Eh bien, écoutez, oui. Merci infiniment, et honnêtement, je suis content de vous avoir rencontré, et puis venez me voir à Paris. Parce que merci à vous, et promis, pour le prochain passage à Paris avec un peu de temps, je fais un saut à l'Institut. Voilà, on est à côté de la place Victor Hugo. Hein.